Frédéric Chartier. Sur la globalisation, pour moi, c'est des questions qui sont posées de manière plus générale. C'est-à-dire que c'est des questions maintenant qui sont posées à l'échelle de la planète et c'est des questions qui traversent les cultures. Et qui aujourd'hui, du coup, la question, c'est la différence entre le rapport entre le global et le local. Aujourd'hui, effectivement, il y a des règles qui sont globales, qui concernent toutes les questions environnementales, les questions aussi techniques, mais il y a des questions qui sont aussi beaucoup plus locales. Et je pense que l'intérêt justement du travail d'architecte aujourd'hui, c'est de faire ce pas entre le global et le local. Et surtout de ne pas oublier aussi l'échelle toute petite, l'échelle locale, l'échelle d'une micro-société, et de pouvoir faire vraiment le rapport entre quelque chose qui concerne effectivement, grâce à la communication, le monde entier, mais en même temps de garder un œil très précis sur l'échelle locale, puisque c'est l'échelle humaine, c'est aussi l'échelle qui concerne la société. Pour moi, une architecture soutenable, un développement durable, c'est un développement qui concerne à la fois les questions environnementales, de consommation d'énergie, c'est vraiment très important, mais c'est aussi des questions qui sont extrêmement sociales, puisque la consommation d'énergie est quelque chose qui est évidemment maintenant dans les normes. On isole des bâtiments beaucoup plus, on travaille sur des projets qui sont moins consommateurs d'énergie. Mais le développement durable, c'est aussi de faire des bâtiments qui sont des systèmes, des outils qui travaillent aussi avec l'échelle sociale, c'est-à-dire avec les gens eux-mêmes. Et un bâtiment, il est véritablement durable quand il propose des systèmes qui permettent aux gens d'être ensemble, de travailler vraiment dans un bâtiment de manière commune. Et c'est souvent, par exemple, l'idée d'agréger des programmes, de prendre plusieurs programmes dans un seul bâtiment et de travailler comme ça des interactions entre les programmes et où finalement il y a plusieurs personnes qui se croisent, plusieurs systèmes qui cohabitent. Et ça aussi, c'est la question durable, c'est vraiment quand on arrive à faire communiquer les gens et à faire pour que les gens puissent utiliser leur bâtiment. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, nous, on essaye aussi, c'est de donner de la permissivité à l'intérieur d'un bâtiment, c'est-à-dire de redonner une liberté d'usage à un bâtiment. Parce que les bâtiments aujourd'hui sont de plus en plus techniques, hein, et ça c'est la partie norme, c'est la partie normative, c'est la partie économie d'énergie, où il faut des locaux techniques de plus en plus importants, mais où du coup la place de l'homme, elle est de plus en plus réduite à l'intérieur de ce bâtiment. Et donc pour nous, un bâtiment durable aussi, c'est un bâtiment qu'on peut redonner aux gens, et donc qui vont pouvoir se réapproprier et le réutiliser. Et donc comme je disais tout à l'heure, quand vous prenez un bâtiment, quand il arrive à être multi-programme, eh bien à ce moment-là, vous avez plusieurs communautés qui commencent à cohabiter, et ces communautés, en interagissant les unes avec les autres, c'est dans l'interaction, sur la limite, hein, que les choses intéressantes vont se passer et que les gens vont pouvoir utiliser le bâtiment. Par exemple, quand on travaille en ce moment pas mal des projets qui superposent nature et architecture. Nature et architecture, c'est des mots qui sont souvent complètement éloignés dans l'architecture classique. Vous avez la pierre d'un côté et la nature de l'autre. L'idée, peut-être d'une manière contemporaine, aujourd'hui, plus de 50% de la population vit en ville, et ça va atteindre les 2/3 en 2050. On peut imaginer comment est-ce que la nature pourrait revenir dans la ville, mais pas uniquement pour des raisons écologiques, aussi pour des raisons sociales. C'est-à-dire que la nature, c'est aussi un programme en soi, qu'on vient insérer à l'intérieur du bâtiment et qui permet de générer des rapports entre les gens différents, de rapprocher les gens sur certaines parties du bâtiment, de rajouter des programmes. Et donc comme un autre programme, par exemple sur un bâtiment, vous pouvez avoir des bureaux, vous pouvez avoir une partie d'équipement, une salle de concert, des logements, et pourquoi pas une partie naturelle qui du coup vient agir comme un autre programme et vient voilà, proposer des systèmes d'interaction entre les gens. La technologie, pour moi, il y a deux choses. C'est
Évidemment, on a la technologie sur tout ce qui est amélioration de l'isolation, les améliorations techniques du bâtiment, mais souvent cette technologie, elle peut aliéner aussi un tout petit peu l'architecture, dans le sens où on est dans un monde où il y a de plus en plus de normes sur les bâtiments. Et donc les normes, le côté normatif autour d'un bâtiment empêche une partie des gens d'utiliser aussi le bâtiment. Donc ça, c'est le côté à la fois intéressant de la technologie, mais enfin, c'est le côté dangereux, pardon, de la technologie. Le côté intéressant de la technologie, pour moi, il est surtout dans les matériaux. Je pense que demain, par exemple, au niveau du béton, qui est un matériau qui est extrêmement intéressant, qu'on n'a pas fini d'explorer, la composition du béton peut en faire un matériau du futur. Aujourd'hui, c'est un matériau qui consomme énormément d'énergie à cause du sable. Si demain, on arrive à changer les agrégats et à ce que le béton devienne autre chose que ce qu'il est aujourd'hui, je pense que ça peut être effectivement quelque chose de très intéressant. Donc pour moi, la technologie, elle est dans peut-être la création de nouveaux matériaux qui permettent une isolation, qui permettent d'avoir une porosité, une épaisseur, dans lequel aussi on parlait de la nature pourrait venir s'installer, et pas uniquement cette technologie de climatisation ou de normes qui souvent contraint les bâtiments dans leur usage. Mais comme on disait tout à l'heure, je vais un peu me répéter, mais c'était la question de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la moitié de la population qui vit dans les villes. Donc de toute façon, la ville devient un vaste milieu vivant. Vous ne pouvez plus avoir la campagne d'un côté et la ville de l'autre. Aujourd'hui, il faut qu'on commence à envisager la ville comme un écosystème, comme un milieu vivant. Et c'est là où je trouve que ce qui va devenir intéressant, au-delà de l'urbanisation, c'est aussi un peu ce qu'on va présenter dans la conférence tout à l'heure, c'est l'idée de superposition de la nature et de la ville. Où là, il y a des vraies questions, il y a une vraie manière de le faire, sans utiliser trop d'eau, sans pouvoir avoir sans que ça devienne des choses complètement artificielles, mais comment est-ce que la biodiversité peut rester à l'intérieur de la ville? Ça concerne l'agriculture urbaine, ça concerne par exemple aussi toute la question de la biodiversité à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire, on ne peut plus aller chercher les produits de consommation forcément très très loin, il faut aussi pouvoir les produire à l'intérieur de la ville. Donc comment est-ce que la ville peut ne pas vivre toujours aux dépens des campagnes, d'aller chercher ce dont elle a besoin loin, mais de les produire à l'intérieur d'elle-même et de devenir un système qui fonctionne avec des circuits courts. Le circuit court, c'est vraiment quelque chose qui est, à mon avis, la question du futur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le côté global et local. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un côté global dans les communications entre les villes, entre toute la partie du monde, mais il y a un côté aussi très local aujourd'hui qu'on doit retrouver à l'intérieur de ces villes. Et c'est ce grand écart permanent. Si on arrive à ce que les deux avancent d'une manière côte à côte, je pense qu'on réussira la ville du XXIe siècle.